Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Hebdo Question d'Actu. Nous sommes en direct pour une durée de 90 minutes. Nous accueillerons plusieurs invités pour parler de 3 thématiques différentes. Nous reviendrons d'abord sur la dernière décision annoncée par le président de la République concernant les enseignants universitaires. Recrutement des titulaires de doctorat et de magistère, révision du statut des enseignants du supérieur, revalorisation des salaires des chercheurs universitaires, tout grade scientifique confondu. Le président de la République a affiché clairement et nettement sa disposition à écouter et prendre en considération les propositions des enseignants du supérieur en soulignant qu'il faut qu'ils soumettent des propositions dans les meilleurs délais. Comment tout cela va-t-il se faire? Nous en discuterons avec nos invités. Et nous passerons à notre second thème. Nous poursuivons les débats sur les 4 plans proposés par la wilaya d'Alger pour le réaménagement de la capitale. Ce soir, nous parlerons du plan jaune, l'axe le plus important inscrit dans le cadre du plan de travail de l'exécutif de la wilaya et celui relatif à la mobilité et la consolidation des infrastructures de base du transport. Certains projets que nous évoquerons ce soir sont encore en phase de simulation. Vendredi 19 mai s'ouvrira le 32e sommet de la Ligue arabe en Arabie Saoudite. La vision arabe prônée par l'Algérie lors de sa présidence du sommet d'Alger, tenue le 1er novembre dernier, se consolide à Jeddah, celle de l'unification des rangs et à l'adoption d'une vision unifiée en vue de renforcer l'action commune arabe. Ce sera notre dernière thématique. Mais pour commencer, on parlera bien sûr de l'enseignement supérieur. Et nous accueillons sur ce plateau professeur Mohamed Bouhicha, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur général de la recherche scientifique et technologique au ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Nous accueillons également M. Jamel Boukzata, bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes directeur des enseignements du premier et du second cycle. Merci d'être présent ce soir avec nous sur ce plateau. Merci pour l'invitation. Nous avons avec nous Mohamed Achir, bonsoir. Vous êtes notre consultant à Canal Algérie. Vous allez intervenir aussi qu'enseignant aujourd'hui, l'Université Mouloud Mamri. Alors bien sûr, vous avez certainement entendu parler donc de cette décision du président de la République qui demande une révision globale du statut des enseignants de l'enseignement supérieur, le recrutement des docteurs et des titulaires de doctorat et de magistère. Comment tout cela va-t-il se faire? Est-ce que nous avons aujourd'hui une vision un peu plus claire sur les procédures? On a vu un plan qui a été publié par le ministère de l'Enseignement supérieur sur le recrutement de ces enseignants justement. Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations, professeur Bouhicha? Oui, sur le plan, il y a différents mécanismes qui ont été énoncés. Il y a premièrement le recrutement UJED de 5 000 enseignants-chercheurs dans le cadre au titre de cette année-là. Il y a d'autres mécanismes qui ont été mis en place pour un petit peu recruter les titulaires de doctorat, moyennant des contrats au titre comme maître assistant classe B dans les établissements d'enseignement supérieur et maître de recherche classe B dans les centres de recherche. Aussi, il y a le dispositif qui découle d'une instruction interministérielle qui peuvent être recrutés au sein des administrations publiques. Donc voici grosso modo les mécanismes qui ont été mis en place. Comment est-ce que cela a été fait? Est-ce que vous avez discuté avec le partenaire social? Comment les propositions doivent aussi émaner du corps des enseignants? Comment cela se passe aujourd'hui, les négociations et les décisions? Bien sûr, en matière de statut et régime indemnitaire, le partenaire social il est incontournable. On confectionne avec lui aussi bien le statut que le régime indemnitaire. Et à charge de l'administration centrale de défendre les propositions au niveau des instances habilitées pour faire ça. Les discussions sont en cours. Ce sont en cours pour l'ensemble du statut et régime indemnitaire des 3 corps constituants d'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Alors pour revenir à ce dossier de recrutement, alors comment aujourd'hui, vous nous avez donné quelques informations, mais on parle de plus de 23 000 docteurs aujourd'hui au chômage. On va parler aussi des magistères. Vous avez d'autres chiffres recensés sur la plateforme lancée par le ministère de l'Enseignement supérieur. Est-ce que nous sommes capables de juguler toute cette masse? En principe, via la plateforme consacrée à cet effet pour recenser cette catégorie, au jour d'aujourd'hui, nous avons recensé pratiquement 7 000. 7 000 tous diplômes confondus. Doctorat et magistère. Des magistères ainsi que des docteurs. Donc nous sommes toujours en attente pour que les gens qui ne se sont pas inscrits au jour d'aujourd'hui puissent s'inscrire, mais on compte juguler tout ce nombre à travers ce dispositif mis en place. Donc, pour abonder dans le sens de mon collègue M. Bouhicha, les 2 statuts, les projets de statut
ont été finalisés et sont au niveau de la fonction publique. Il s'agit du statut de l'enseignant-chercheur et du statut du chercheur permanent. Bien sûr, en prenant une démarche concertée, une démarche basée sur la concertation étroite avec nos partenaires sociaux. Donc, ils nous ont accompagnés durant toute cette période et cette période a été couronnée par la finalisation de ce statut. Quant au troisième statut, qui est le statut de l'enseignant-chercheur hospitalo-universitaire, aussi, le secteur a finalisé la partie inhérente aux activités pédagogiques, reste la partie inhérente aux activités de santé, une réunion qui sera programmée les jours prochains avec nos collègues de la santé pour finaliser ce segment et de cela, on va introduire le troisième statut pour enclencher son étude au niveau des instances compétentes de la fonction publique et après au niveau du secrétariat général du gouvernement. Alors pour les deux statuts finalisés, qu'est-ce qui va changer? Je sais que parmi les revendications des enseignants, notamment, c'est la recherche de cette mobilité, de plus de souplesse. Qu'est-ce qui apporte de nouveau ce statut pour les chercheurs? Je pense que ce statut prend en charge toutes les activités issues des réformes qu'a connues notre secteur, notamment la réforme des enseignements avec son corollaire à l'MD, initié en 2004-2005, sachant que ce statut n'a pas été amendé depuis 2008. Et même la revalorisation des salaires n'a pas été faite depuis 2010. Donc aujourd'hui, le secteur a connu l'émergence d'autres pratiques pédagogiques, d'autres missions accordées à l'université. Donc toutes ces missions, pour qu'elles soient menées à bien, ont besoin d'un encouragement, d'un intéressement. Et dans ce cadre-là, le secteur a proposé une batterie de primes allant de l'encouragement de l'enseignant à s'investir dans l'enseignement à distance. On a proposé même une prime concernant la mission de tutorat, notamment au profit des étudiants, des nouveaux bacheliers au niveau du tronc commun. Une autre prime qui concerne les étudiants, les enseignants qui ont investi et qui ont accompagné les étudiants à proposer des projets innovants via le dispositif 1275, un diplôme, une start-up, un diplôme, un projet innovant. On a même allé vers une prime de risque, notamment pour les gens qui sont actifs dans le grand domaine des sciences et technologies. Donc, pas mal de primes ont été proposées en vue de revaloriser les salaires des enseignants des différentes catégories, bien sûr. On va revenir sur les statuts, bien sûr, et le régime indemnitaire. Vous, en tant qu'enseignant-chercheur, comment avez-vous accueilli d'abord cette nouvelle ? Une nouvelle, très bonne nouvelle, surtout que, comme elle a été bien souligné, depuis 2008, il n'y a pas eu d'incidence d'abord financière sur les salaires des enseignants, donc le pouvoir d'achat des enseignants pratiquement laminé. Donc il y a d'abord cette partie financière, cette partie pouvoir d'achat d'abord, il y a c'est-à-dire les conditions socio-professionnelles aussi de l'enseignant, mais aussi il y a cette volonté un peu de diversifier aussi même les primes en fonction des champs d'intervention des enseignants-chercheurs et en fonction des efforts fournis par les uns et les autres aussi, que ce soit dans le cadre de la recherche ou dans le cadre de la pédagogie. Donc tout ça, sans aucun doute, va inciter davantage et va motiver l'enseignant pour fournir davantage d'efforts dans notre université, mais aussi c'est un enjeu stratégique et c'est un défi pour notre pays, parce qu'il s'agit aussi de maintenir notre élite au niveau national, il s'agit de la préserver, il s'agit de lui créer un cadre attractif, lui permettant justement d'investir davantage ici dans la formation et dans la production de la connaissance au service de la société, au service de l'économie, au service de la collectivité. Donc depuis 2008, il n'y a pas eu d'augmentation. On a eu ces dernières augmentations depuis 2020 avec tous les corps de la fonction publique, mais ça reste insuffisant, bien entendu.
entendu. Donc, parce que l'enseignant, moi, je suis un enseignant. Donc, je connais un peu la situation socio-professionnelle, un peu le pouvoir d'achat. Donc, parce que l'enseignant, surtout si on s'inscrit dans le cadre du LMD, le LMD, c'est toute une autre philosophie d'enseignement et de pédagogie de recherche qui demande de la mobilité, justement, qui demande des moyens énormes et qui demande à l'enseignant, justement, de produire même des programmes de formation. C'est-à-dire en partant même du bas. C'est une approche qui est flexible, c'est une approche de liberté de proposition des formations et surtout, c'est une approche normalement qui est censée être liée à l'environnement économique. Et d'ailleurs, on constate maintenant justement un certain nombre quand même de décisions qui cadrent réellement à l'esprit du LMD. Parce que c'est ça le LMD. Le LMD qui a souvent été décrit. Aujourd'hui, si on doit revenir sur cette décision de but en blanc comme ça, on comprend qu'on veut retenir aujourd'hui, donner plus d'importance à notre matière grise, à notre élite, éviter que l'on forme pour les autres ce que l'on a fait pendant longtemps. C'était la fuite des cerveaux aujourd'hui. C'est aussi dans cette dynamique-là, on s'inscrit aussi dans cette dynamique-là. Effectivement, parce qu'il faut reconnaître que le développement continu de la ressource humaine, sa préservation et sa promotion constituent l'ossature principale de toute politique, notamment celle de la recherche. Et on a vu, de par le monde, maintenant l'émergence d'un marché actif de ressources humaines qualifiées, de compétences. Et c'est pour international, bien sûr. Et c'est pour ces raisons-là, il faut premièrement préserver notre élite. Oui. Ça va en quelque sorte de l'existence de notre société. Si on ne préserve pas notre élite, si on ne leur donne pas confiance, si on ne leur propose pas et on ne leur garantit pas des moyens adéquats pour promouvoir et pour s'épanouir dans leur institution, on risque de les perdre. Parce que, comme je l'ai dit, maintenant, notamment en matière de recherche scientifique, c'est une activité mondialisée, c'est une activité qui ne connaît pas de frontières. Mais justement, vous parlez d'épanouissement en milieu de travail, il faut aussi créer ce cadre de travail, il faut aussi donner les moyens. Et on sait très bien le budget alloué à la recherche scientifique aujourd'hui. Donc pour motiver les enseignants, il ne s'agit pas uniquement de leur offrir une motivation salariale, mais il faut aussi tout un cadre de travail derrière. Tout à fait. C'est ce qu'on est en train de faire moyennant, c'est-à-dire en matière de mobilisation notamment des enseignants-chercheurs autour des activités de recherche, c'est par le biais de la création de laboratoires, de la recherche. Et sur ces laboratoires-là, qu'on est en train, en quelque sorte, même dans la plupart des établissements d'enseignement supérieur, de construire des espaces dédiés à la recherche scientifique. Au lieu de squatter les espaces pédagogiques, on a construit plus de 1500 blocs laboratoires à travers le territoire national pour un petit peu qui sont dédiés aux chercheurs, aux enseignants-chercheurs pour les activités. Aussi, en vue de créer un environnement adéquat qui permettra en quelque sorte l'exécution des activités de recherche, beaucoup d'investissements ont été consentis en matière de création de ce qu'on appelle les services communs, qui sont des plateformes technologiques et des plateaux techniques. Et croyez-moi qu'il n'y a rien à envier à l'extérieur. Au niveau de autres pays, on a des équipements qui sont de haute gamme et de haute technologie, de dernière technologie, sur lesquels on peut se baser pour développer notre recherche scientifique. Parce qu'il faut aussi aboutir à des résultats. Bien sûr, les résultats, on a les résultats. Voilà, il faut qu'il y ait des brevets, il faut qu'il y ait... Bien sûr. Il y en a des résultats. On a connu en matière un bond très significatif en matière de résultats de la recherche. On se reste qu'en matière de publication, on est passé de 16 publications par million d'années en 2010, maintenant à 200 publications par année. Cette année, à plus de 200. Donc c'est un bon significatif en matière de formation par la recherche aussi, et aussi en matière de brevets. Pour l'année 2022, le nombre de brevets a triplé pratiquement par rapport à l'année 2021. Notamment en matière de ce que notre secteur est en train de connaître une mue envers l'innovation universitaire à travers l'arrêté 1275 qui va, je pense, peut-être on peut arriver à 1000 brevets par année
déposés chaque année par les établissements universitaires de recherche. Aussi, en matière de transfert de technologie, on est en train de voir une dynamique qui est créée en matière de transfert de technologie, c'est-à-dire des résultats de la recherche vers le secteur socio-économique. Aussi, par le biais de la synergie qu'on est en train de développer avec nos collègues du ministère de l'économie et de la connaissance, il y a maintenant la possibilité pour le chercheur de valoriser lui-même son produit de la recherche, moyennant la création d'une start-up, si le produit est innovant. S'il n'est pas innovant, il peut créer sa micro-entreprise aussi. Parce qu'il y a les mécanismes maintenant qui existent. Maintenant, c'est ce qui était demandé aujourd'hui, à ce que le chercheur puisse, aussi l'enseignant-chercheur puisse aller vers la création de l'entreprise, cette souplesse il y a des dispositions, qui est demandée. Il y a des dispositions, donc c'est permis à partir, dispositions législatives qui ont été prises, qui permettent à l'enseignant d'avoir 1 année et demie pour créer son propre entreprise. L'ordonnance 0603 de la fonction publique a été modifiée pour intégrer celui-là. Et en même titre, la 9011 pour les relations de travail. D'ailleurs, dans le même sens, parmi les batteries de propositions concernant le régime indemnitaire, on a proposé une prime de valorisation des résultats de la recherche en direction de la société. Aussi une prime de brevet et de transfert de la technologie, une prime d'excellence scientifique. Donc aujourd'hui, l'enseignant est appelé à jouer ce rôle pour permettre une certaine visibilité de nos universités au niveau national et international. Donc c'est des mécanismes susceptibles de motiver aujourd'hui l'enseignant-chercheur à contribuer efficacement à cette visibilité et au rayonnement de l'établissement universitaire. Et améliorer nos classements aussi à l'international. Vous voulez intervenir Oui, justement, c'est vrai ce qu'il a bien souligné le professeur. Il y a un récent dispositif par rapport à la possibilité pour un fonctionnaire de créer une entreprise avec un congé académique, son solde, etc. Mais aussi pour des universitaires, je pense qu'il faut permettre quand même à certaines, surtout spécialités, permettre le cumul. Voilà. Oui. Cumuler une fonction de chercheur, une fonction d'enseignement, avec aussi une fonction lucrative, avec une activité lucrative, que ce soit dans la médecine, dans le conseil économique, dans le marketing, dans la comptabilité. Bon, aujourd'hui, je pense avec les avocats... Ça avait posé problème pour la médecine entre le privé et le public. Oui, la question se posait à chaque fois. Il faut créer cette possibilité aujourd'hui. Oui, on peut être un professeur universitaire, chercheur, et intervenir aussi dans un laboratoire d'une grande entreprise pharmaceutique, par exemple. Donc, je pense qu'il faudrait aussi réfléchir à ce mécanisme un peu qui donne plus de flexibilité et d'émancipation à l'enseignant, au chercheur, pour qu'il puisse participer d'abord dans la création de richesses. Mais Monsieur le ministre, il parle maintenant de la nécessité de passer aussi à la création de richesses, c'est-à-dire production des connaissances, la pédagogie, la recherche, mais aussi créer des richesses et des emplois. Donc il faudrait peut-être penser à des mécanismes, à des passerelles qui permettront, même si c'est ça qui va motiver, même la question après, parce qu'il y a la question aussi de revenus, ça va lui permettre aussi un peu d'avoir des revenus. Et puis il y a la question de ces contractuels qui posent problème. Aujourd'hui, parmi les titulaires de doctorat, de magistère, ne veulent pas adhérer à cette décision de contractualisation, de vacation, parce que le salaire est très bas. Il faut le dire. Peut-être que cette mobilité permettra justement d'avoir plus de souplesse pour agir. Il faut, parce que jusqu'à présent, le seul secteur qui est en train de recruter des titulaires de doctorat, c'est l'enseignement supérieur. Alors, le départ de monde, ce n'est pas le cas. Oui. Parce que si on prend... on a 70% à 80%. Le potentiel scientifique. Voilà. Le potentiel scientifique humain, c'est-à-dire ce qu'on appelle les emplois scientifiques, de part des mondes, 50% ou plus de 60% sont dans les entreprises. Oui. Et c'est pour ces raisons-là qu'il faut penser aussi à réhabiliter la recherche au niveau des entreprises. C'est un axe d'effort principal. La recherche-développement. Mais c'est notre tissu économique qui ne le permet pas. Nous avons très peu de laboratoires de développement et de recherche et de développement dans nos entreprises. On a des entreprises très petites, familiales. Parce que sans ces entités de recherche et de développement, nos entreprises vont disparaître. S'ils seront soumis à une concurrence mondiale, ils vont disparaître. Il faut innover. C'est bien le principe qui dit innovate or evaporate. Finalement, il faut développer le secteur économique à côté et l'industrie. Surtout
le statut du chercheur au sein de l'entreprise. C'est ce qu'il faut développer. Et même le doctorat, il faut y aller vers des doctorats exécutifs, c'est-à-dire des doctorats de recherche appliquée au niveau de l'entreprise. Ça va permettre justement d'alléger un peu la pression sur le recrutement des docteurs et de magistères. Et au milieu professionnel. Justement, et puis il faudrait des incitations, c'est-à-dire, c'est vrai, le tissu économique en Algérie, c'est 95% des TPE. Voilà. On a environ 34 000, 35 000 entreprises de taille moyenne. Hein, c'est PME. Il faut trouver un laboratoire de recherche et développement. C'est difficile. Mais on peut créer des mécanismes d'incitation sur le plan fiscal, par exemple, pour justement permettre à ces entreprises de se rapprocher des universités, de faire des travaux de recherche ensemble, de partager des équipements de laboratoire. Justement, ça me permet de rebondir, parce qu'il y a, dans la loi de finances 2023, il y a un dispositif d'incitation fiscale qui permet à une entreprise qui engage des dépenses en R&D, en innovation ouverte, d'avoir un rabattement fiscal qui est équivalent à 200 millions de dinars. Il était auparavant 100 millions de dinars, maintenant il est doublé. Aussi, dans ce mécanisme, on a prévu que la contractualisation de l'activité de recherche pour l'entreprise, pour expliquer ça, si une entreprise n'a pas les moyens de faire la recherche-développement en son sein, elle peut traiter ça avec une entité de recherche, telle qu'un centre de recherche, et les dépenses engagées dans ce sens-là, c'est-à-dire vont être remboursées à l'entreprise. Est-ce que les filiales d'entreprises créées au sein des universités aussi peuvent contribuer à cela? Bien sûr, parce que c'est l'un des mécanismes de la création de recherche, comme notre collègue nous a dit. C'est l'un des axes permettant la création de la recherche, permettant le transfert technologique du monde académique vers le monde, moyennant la création de... Ce que je viens de dire, c'est l'un des mécanismes, soit création de start-up, soit création de micro-entreprises. La micro-entreprise, ça serait sous forme d'une filiale, si l'université détient sa part dans cette entreprise-là. Ces filiales ont pour objectif principal la création de la richesse, le transfert technologique et le transfert de savoir-faire du monde académique vers le monde socio-économique. Alors comment sommes-nous arrivés à cette situation? Parce qu'on sait que quand on ouvre un doctorat, on ouvre un poste budgétaire. C'est selon les besoins aujourd'hui qu'on ouvre les doctorats et les magistères. Est-ce qu'aujourd'hui, on forme plus qu'il n'en faut? On forme 5 000 docteurs par an, vous me corrigez les chiffres? Entre 5 000 et 6 000. C'est-à-dire que cette situation va encore perdurer dans le temps. On va se retrouver encore dans la même problématique de chercheurs chômeurs après cela. Est-ce qu'aujourd'hui, on forme plus que... Alors qu'on parle d'un déficit au niveau de l'encadrement dans nos universités. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Comment est-ce qu'on peut arriver à équilibrer cette situation tant que le tissu économique ne suit pas? Est-ce qu'il faudra fermer le nombre de postes, le nombre de doctorats, le nombre de magistères on se retrouve un peu dans une problématique. Du côté recherche scientifique, la cheville ouvrière des activités de recherche, c'est bien simple, le doctorat. Si on arrive, c'est-à-dire si on va éteindre ces doctorats, on ne pourra pas avoir une activité de recherche. Mais quand on ouvre... Donc il ne faut pas lier le doctorat avec le poste budgétaire. C'est faux, parce que le doctorat, il est fait pour... Mais ils sont ouverts selon les besoins. Selon les besoins. Donc normalement, il y a un besoin déterminé. Il faut qu'on arrive... Qu'il y a une place déjà prédestinée aux chercheurs, aux docteurs. Il faut qu'on arrive à avoir des docteurs. C'est pour ces raisons-là qu'on a créé, on a prévu, le texte au niveau de SG, le doctorat en milieu professionnel. C'est-à-dire le doctorat qui a un objectif socio-économique dès le départ. C'est-à-dire c'est une entreprise qui veut développer, appliquer, qui veut développer un produit ou innover quelque chose ou produire un procédé. Elle prendra un étudiant qui va faire ou effectuer son doctorat au sein de cette entreprise et qui pourra éventuellement être recruté par cette entreprise puisqu'elle est détenteur d'innovation que cette entreprise va utiliser. Il faut penser à d'autres mécanismes pour que ces doctorants seront recrutés par le milieu. Tant qu'on n'a pas fait ça, on aura toujours des difficultés. Ce problème, là, ça répond à un besoin immédiat. Mais il faut penser aussi à l'après. Bien sûr, à l'après, nous sommes en train de réfléchir. C'est un des résultats d'un programme de coopération avec l'Union européenne. C'est les fameuses écoles doctorales.
qui seront recentrés sur des thématiques d'actualité, sur des thématiques qui se basent sur les 3 priorités, ou bien les 3 sécurités, la sécurité alimentaire, la sécurité énergétique, ainsi que la santé du citoyen. Et on parle aujourd'hui de la sécurité hydrique. Donc le recentrage de ces thématiques va nous permettre de voir plus clair concernant les projets de doctorat proposés par nos différents établissements. Est-ce qu'on a un chiffre sur combien le secteur de l'enseignement supérieur pourra juguler parmi toute cette masse de docteurs ou de magistères, ou ce n'est pas encore défini? Parce qu'on parle des établissements publics, moi je parle du secteur de l'enseignement supérieur, oui, pour les recrutements. Pour cette année-là, on a prévu 5 000 postes. 5 000 postes, voilà. C'est pour savoir combien on doit prendre. Plus de 5 920 postes de recrutement. C'est pratiquement un chiffre qui n'a pas été atteint depuis des années. Depuis des années, ça tournait autour de 2 000 à 3 000 postes ouverts chaque année. Cette année-là, il y a un effort considérable qui a été fait au niveau de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire qu'en cumulant des postes pour chercheurs permanents au centre de recherche avec les enseignants, on arrive pratiquement à presque 6 000 postes ouverts pour cette année-là. On reste quand même loin encore de ceux qui restent. Oui, mais il y a d'autres mécanismes. Il y a les autres mécanismes. Ce qu'on appelle, nous, le post-doc, c'est-à-dire un titulaire de doctorat qui fait des activités de recherche après son doctorat, c'est reconnu, c'est une pratique mondiale que tout le monde fait. On l'a prévu nous-mêmes dans la loi sur la recherche, dans le cadre du développement de ressources humaines. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a prévu un texte qui prend en charge ça, c'est-à-dire c'est pour permettre la pérennisation des activités de recherche. Il permettra au titulaire de doctorat d'affiner ses compétences, d'acquérir d'autres connaissances et peut-être, pourquoi pas, créer sa propre entreprise. Parce qu'il ne faut pas penser que uniquement le doctorat, c'est enseigner. Le doctorat va peut-être créer sa propre entreprise. Oui, et lui permettre, comme le disait Mohamed Achir, de se déployer ailleurs, pourquoi pas, plus tard. Alors, juste une dernière question, on arrive un peu au terme de ce premier débat. Tout cela aura une incidence financière? Oui, certainement. Il y aura une incidence financière, mais je pense, comme on dit... Où puiser tout cela? Voilà, c'est parce que réellement, c'est l'université... Il faut miser sur ça, sur le savoir. Il faut miser sur l'université, la recherche scientifique. Nous sommes dans la mondialisation du marché, de l'emploi, de l'élite, des cadres, des compétences. Et le dernier rapport de la Banque mondiale sur l'immigration, ça date de 25 avril dernier. Donc, ils ont donné des recommandations aux pays développés pour alléger les procédures par rapport au captage de l'immigration et surtout par rapport, bien sûr, à certaines compétences. Actuellement, la Banque mondiale considère que la mobilité et l'immigration est incontournable dans le monde. Donc, nous sommes dans un marché concurrentiel. Donc, l'Algérie doit faire face à ce défi. Très convoité. Bien sûr. Matière grise et surtout dans certains milieux, effectivement. Donc, c'est l'université qui permettra l'émancipation de notre pays, carrément, de notre société, de notre économie. Donc, il faut une université émancipée. Donc, il faut lui donner les moyens, mais aussi émanciper, c'est-à-dire lui donner la liberté. Des universités, et là, je parle de la démocratisation aussi de l'université. C'est ça, de l'université. Parce qu'il ne suffit pas de, oui, le salaire c'est bien, etc., un peu les primes, d'accord, mais aussi, il y a le cadre de l'enseignant qu'il faut améliorer. Il faut lui permettre de s'épanouir, comme vous disiez. Pour que ce soit un cadre attractif, un cadre universitaire tout court, c'est-à-dire permettant quand même de motiver tout le personnel de l'université dans cette mission noble. Pour éviter cette fuite aussi. Tout à fait. Merci messieurs d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous Mohamed Achir d'avoir été parmi nous. On va passer à notre deuxième thématique tout de suite, le plan jaune de la wilaya d'Alger. Nous allons vous dévoiler ce soir les contours de la nouvelle vision stratégique pour l'aménagement de la capitale qui constitue une mise à jour du plan stratégique initié précédemment. Le plan jaune se décline en plusieurs volets et concerne surtout les transports. On regarde tout cela en détail avec Amel Bouarba et on revient juste après pour le débat. De nouvelles transformations s'opèrent dans la capitale. De nouveaux ouvrages d'art et des projets pour l'aménagement et l'extension du réseau routier sortent de terre. En tout, 17 projets structurants qui s'inscrivent dans le cadre du plan jaune destiné à la circulation des personnes, des véhicules et des transports. Objectif :
fluidifier la circulation et lutter contre les engorgements. On commence par le réseau routier et compléter le maillage actuel par rapport à peu près au lancement, à l'achèvement des routes actuelles d'un nombre de 17 projets, lancés prochainement presque 5 à 6 projets structurants et projeter d'autres liaisons qui vont désenclaver et décongestionner davantage bien sûr la capitale. Maintenant on est dans une liaison qui est importante en décongestion routière. Vous connaissez Hussein Dey. Vers le Harrach, le Makarria, vers Hussein Dey, c'est très congestionné avec le tram aussi. Donc c'est une voie rétrécie, c'est une pénétrante Ouadou Cheikh qui relie la rocade sud, la radiale Berraqi vers côté Sablet, l'autoroute de l'Est. Donc c'est une congestion terrible. Donc on va solutionner ce problème avec cette pénétrante, avec le viaduc, c'est 600 mètres qui relie le Tripoli vers Mohammedia, y compris Jama el-Jazair et la côté maritime. En 3 mois, il sera livré. Autre projet salvateur pour les automobilistes, la voie autoroutière reliant le complexe sportif du 5 juillet à Khraïsia en contournant El Achour, Draria et Bab Hassan. Donc c'est un projet qui avance très bien à un taux d'avancement de 70%. Il va régler un problème énorme de la ville d'El Achour, du CW 111 et les gens qui vont vers Khraïsia et vers Bab Hassan. Il sera à 100% Inch'Allah avec la livraison du projet à la fin d'année. Désengorgement du trafic routier, c'est le maître mot des 17 projets de réalisation des infrastructures routières dans le cadre du plan jaune. C'est le cas de ce tronçon reliant Kouba à Bir Khadem. L'autre volet du plan jaune, le développement du transport public collectif, en particulier par métro. Plusieurs extensions sont d'ores et déjà lancées. La première extension qui va de Harras Centre vers l'aéroport sur une distance de 9,5 km. Et avec 9 stations qui passent par les cités principales et les centres les plus attractifs dans l'université, les centres d'affaires et tout ça jusqu'à l'aéroport international d'Alger. Tout à l'heure, nous allons visiter l'un des chantiers dont on vient de réceptionner l'ouverture par le tunnelier de Beaulieu. On va visiter sur place. Les 2 extensions qu'on a en plus de celle-ci, on a l'autre extension qui va de El Naja vers Berraqi. Au niveau d'El Harrach, sur le chantier de Kosider, les travaux s'accélèrent. Le tunnelier est sorti avec succès à la station de Beaulieu. C'est une station qui va permettre à la population de ce quartier populaire Beaulieu d'emprunter le métro et de faciliter leur déplacement vers le centre d'Alger, en général le réseau du transport du métro d'Alger. La livraison de toute cette extension est prévue vers fin 2024. C'est pour continuer toute la ligne prévue qui va de l'Harrach Centre jusqu'à l'aéroport Ouari Boumediene. Il est question aussi de mettre en place un système intelligent pour moderniser la gestion du trafic routier. Autant de projets créateurs d'emplois qui mettent en avant le savoir-faire des entreprises nationales. Alger aura aussi son monorail, un méga projet pour désengorger la circulation. Dont voici une simulation. Voilà, pour le monorail, c'est encore à la phase de réflexion que je corrige. Voilà. Bienvenue messieurs. Nous accueillons notre deuxième plateau donc pour parler de ce plan jaune. Nous avons le plaisir d'accueillir monsieur Lakhdar Guers. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargé d'études et de synthèse à la wilaya d'Alger. Vous revenez nous parler aujourd'hui d'un des 4 plans que développe la wilaya pour le réaménagement de la capitale. Nous accueillons également monsieur Mourad Boukreha. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur des transports à la wilaya d'Alger. Merci d'être ce soir sur notre plateau. Et monsieur Abdelrahman Rahmani, directeur des travaux publics, toujours à la wilaya d'Alger. Oui. Bonsoir merci, messieurs. Bonsoir, voilà monsieur. Un plan très ambitieux aujourd'hui pour désengorger la capitale qui en a bien besoin. Donc densification des réseaux routiers, modernisation de la mobilité et des plans de circulation, aménagement des carrefours, élimination des points noirs. Tout cela, ça nécessite beaucoup de travaux, d'études, de réflexions. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui entre ce qui est réalisable, ce qui est concret et ce qui est encore à l'étude de réflexion? Merci à vous. Pour ce qui est du plan jaune qui traite de la mobilité et des déplacements,
Donc, notamment la problématique de la congestion de la circulation au niveau d'Alger, qui est due à plusieurs facteurs. Donc, une concentration urbaine, donc on va au même endroit au même moment. Parc immobilier qui augmente. Le parc automobile qui augmente chaque année. Et le troisième point, c'est l'usage, j'allais dire abusif, du véhicule particulier. Par manque de transport. Par manque d'insuffisance de transport en commun, parce que les pouvoirs publics... Parce qu'il y a certaines zones qui ne sont pas desservies. On a développé le métro, le tramway, donc... Oui. On n'a pas encore cette culture peut-être d'emprunter le métro et le tramway. Encore, quand on a des parkings, il y a cette possibilité de laisser sa voiture et de... Voilà, donc dans la vision qu'on développe au niveau de la wilaya, donc on va intervenir sur 3 niveaux. Donc le parachèvement du maillage du réseau routier, donc que mes collègues vont développer. Oui, tout sera relié. Voilà. Donc une gestion intelligente des carrefours par des feux tricolores. Et la réflexion qu'on a menée sur le transport de masse. Oui. Donc c'est ces 3 volets qui vont être développés, qu'on va développer avec vous. Alors c'est un plan qui existait déjà. Aujourd'hui, ça a été remis à l'ordre du jour avec de nouvelles réflexions. On a pensé à de nouveaux modes de transport, à une nouvelle façon de voir la capitale. Qu'est-ce qui a changé ? C'est effectivement ce qui se passe, c'est qu'on a repris l'idée initiale du plan stratégique d'Alger. Dans l'un de ces plans les plus importants, c'est le plan jaune que vient de développer M. Gers. Et à cette étape de l'évolution de la capitale et de l'évolution de l'activité au niveau d'Alger et de ses proches agglomérations avoisinantes. Et il a été question de mettre à jour les idées qui ont été développées au début, et en enrichissant les possibilités et en explorant d'autres moyens. L'un des moyens que va développer peut-être tout à l'heure M. Gers, c'est la réflexion qui tourne autour du monorail, un nouveau mode. Aérien aussi, oui. à certains endroits. Et surtout en ce qui nous concerne pour le secteur des transports, c'est de continuer le développement du réseau de transport de masse, particulièrement le transport ferroviaire. Il y a la modernisation, il y a le développement, il y a la multiplication des stations et des haltes pour permettre une meilleure accessibilité de la population à ce réseau. Il y a aussi continuer le développement, les extensions au niveau du métro. Jusqu'où ? Jusqu'à l'aéroport pour l'instant ? C'est l'une des extensions du côté est. Oui. C'est qui va de l'Harrach vers l'aéroport en passant par Otsmar. Il y a l'autre extension aussi, c'est Ain Najab Raqi, toujours côté est. Du côté ouest, l'extension va concerner d'abord dans un premier temps Saht Chouada jusqu'à Bab Louad, Triolet exactement sur 3 stations. Et puis par la suite, il y a les études qui vont connaître des inscriptions pour des extensions très prochaines. C'est l'extension vers l'ouest, c'est les 2 branches. Je vous le disais tout à l'heure, l'ouest qui est très mal desservi en termes de moyens de transport. Mais plus dans quelques années, ils seront en entier, je vous assure. C'est ce que nous souhaitons. Mais quel genre de mode de transport est prévu pour l'ouest ? Surtout, le principal, c'est le transport par métro. Les extensions qui vont concerner Chevalet sur 2 branches. Nous allons à Del Ibrahim vers l'Achor Draria. L'autre branche, c'est Chevalet vers Ouled Fert, Cheraga Ouled Feit. C'est les plus importants. Actuellement. Et jusqu'à Zeralda, non ? Il n'y a pas. À Zeralda, on va. C'est ce qui est en réflexion, c'est ce qui est encore à l'étude. D'accord, on en parlera tout à l'heure. On va s'arrêter donc à Ouled Feit.
Voilà, c'est à Oulad Faid pour le métro. Pour le métro, oui. Mais cela n'empêche que peut-être d'ici 2-3 années, avec le développement, il pourrait y avoir d'autres extensions parce qu'il y a des études c'est compliqué pour le métro, je pense, dans la capitale ou Alger, où le terrain est très accidenté. Peut-être que c'est là qu'il faut penser à d'autres solutions. C'est pour ça qu'on a entamé la réflexion pour le transport par monorail, parce qu'il présente plusieurs avantages. Donc, on peut travailler sous trafic, donc sans arrêter la circulation. L'emprise au sol, elle est minime, donc c'est 1,20 m par 1,20 m. Et donc on aura moins de réseaux à déplacer, même en termes de coût par rapport à un métro conventionnel, il est nettement moins cher et les délais sont réduits. Donc pour compléter, je pense que mon collègue, il y a aussi l'extension du tramway, ce qui est prévu à Inbenian vers Cheraga, donc le tramway. Pour ce qui est du monorail, donc on a identifié 2 itinéraires. Donc en prenant en compte les concentrations urbaines, donc les pôles d'échange, donc là où il y a déjà les stations de métro, de tramway, pour permettre... créer ce maillage. Voilà, pour le maillage, pour une multimodalité. Donc il y a la première ligne qui va de la Safex jusqu'à Sidi Abdallah, donc Zeralda, Sidi Abdallah. Et la deuxième ligne donc, qui part de Oued Smar, en passant par le stade Nelson Mandela, la côte, Bir Khadem, Ain Malha jusqu'à Birtouta. On ne va pas parler du monorail, on sait que c'est au stade de réflexion. Pour le métro, le tramway, on a des délais pour leur réalisation. On s'est fixé un délai pour leur extension. Enfin, il y a des échéances qui sont fixées. Pour les 2 extensions qu'on a citées tout à l'heure, c'est en fin 2024. Pour l'aéroport. Pour le génie civil, il va y avoir le système, ça, il faut compter encore 2 années en plus. Parce qu'on va... D'ici 2030, 2035 non, je veux dire la finalisation des travaux. Peut-être avant, avec l'avancement des technologies de réalisation et les techniques. On a utilisé le tunnelier, ça va plus rapidement. On a multiplié... plutôt, on a divisé de moitié presque le temps de réalisation. Et il faut savoir aussi qu'on pourrait mettre en parallèle d'autres moyens, attaquer d'autres fronts en parallèle pour gagner du temps. Donc il y a plusieurs possibilités pour accélérer ces délais. C'est un moyen qui vaut la peine d'être attendu. Oui. Donc, il est très performant, très moderne. Il permet les extensions futures plus facilement. Il permet à la population de se déplacer plus en sécurité, plus facilement et plus économiquement aussi. Aussi, oui, plus écologiquement. Et écologiquement également. Alors, on compte augmenter aussi la capacité de certains axes routiers. Cela fait partie également de ce plan stratégique. Effectivement, puisque la route subit, c'est-à-dire les routes subissent toutes les conséquences du trafic routier. Bien sûr, les déplacements sont actuellement, c'est-à-dire supportés par la route, malheureusement. On le ressent très bien, ne vous inquiétez pas. Oui, bien sûr, parce que, ça dépend, puisque les calculs, l'étude du trafic réalisée par la wilaya d'Alger, le secteur en 2019, a montré que, par exemple, les sections les plus chargées à Alger sont la section entre Ben Haknoun, c'est-à-dire la pénétrante vers 5 juillet jusqu'à la côte et la section de l'autoroute de l'Est entre Alger centre jusqu'à peu près l'intersection vers l'aéroport avec 212 000 véhicules jour. Ça veut dire 2 fois la capacité de l'autoroute actuelle. Ça, c'est en 2019. Ça veut dire en 2029, on aura 300 000 véhicules jour. En 2039, on aura, si aucun aménagement n'a été, c'est-à-dire apporté, on aura 500 000 véhicules
jour. Donc c'est énorme, c'est presque 7 fois, à 10 fois la capacité de la route. Donc c'est insupportable. Cette route, c'est impossible de supporter ce volume de trafic. Donc on doit, c'est-à-dire procéder à d'autres modes de transport. Premièrement, c'est les transports de masse, comme le plan jaune vient d'être, c'est-à-dire actuellement mis en place. Donc c'est une bonne chose. C'est les transports de masse, c'est-à-dire le métro, le tram, le monorail et les autres modes de transport de masse. C'est-à-dire en développement, on fait l'extension des capacités des routes actuelles. Il y a des projets en cours. C'est pour ça qu'on a, c'est-à-dire presque 20 projets en cours de réalisation. Il y a des projets qui ont été mis en service, tels que la pénétrante qui a été mise par le M. Walid Lawilaya d'Alger ce samedi. Donc, c'est une pénétrante qui relie Jolivet vers Bir Khadem. C'est une liaison qui va décongestionner toute cette zone de Bir Khadem afin de ne pas sortir sur la RN1. Vous connaissez que Bir Khadem est très très congestionnée. Donc, c'est comme solution, on relie la Rocade Sud, aéroport Ben Aknoun, vers la RN1 via, c'est-à-dire Safa ou via Bir Khadem. C'est une solution parmi d'autres. Il y en a d'autres projets aussi. Par exemple, on se retrouve avec la pénétrante du 5 juillet jusqu'à Bab Hassan, jusqu'à la deuxième rocade. C'est désengorger Alger de Bab Loued vers Bab Hassan, vers la deuxième rocade. Les gens qui viennent, c'est-à-dire l'est, l'ouest, Oran, le centre du pays. C'est-à-dire que les points noirs ont été ciblés. Aujourd'hui, on essaie de remédier à leur niveau. Il y a toute une panoplie de pénétrantes programmées en cours de réalisation. Il y en a qui sont prévus pour la livraison pour 5 juillet. Il y en a d'autres pour la fin d'année et d'autres qui sont programmés en lancement. Par exemple, le Walid Lawilaya d'Alger a lancé une série de doublements de routes. Vous avez parlé de Ouled Fayet, le plateau de Ouled Fayet, Chiraga, Sidi Abdallah. Surtout qu'il y a une concentration d'habitations nouvelles dans ces endroits-là, ce qui congestionne davantage maintenant ces villes. Et qui nécessite un véritable. C'est normal, parce qu'il y a le plateau ouest de Ouled Fayet, c'est-à-dire on a Sidi Abdallah, on a 3-4 pôles en cours d'extension énorme, urbanistique. Donc il y a, c'est-à-dire une demande de trafic importante. Donc la route doit suivre, bien sûr, en attendant. Parce que c'est des petites routes, généralement. Très emprunté aujourd'hui. Exactement. En attendant le métro, le monorail, ainsi ça ne se réalise pas, bien sûr, du jour au lendemain. Donc c'est pour ça que le plan jaune c'est-à-dire a prévu plusieurs scénarios. Il marche, c'est-à-dire il se lance et il se marche en parallèle. Il y a des pénétrantes qui sont en cours de réalisation. Des points noirs, par exemple, les 2 télémies de Chiraga, ils vont régler les problèmes des points noirs de congestion. Ils sont livrés incessamment dans un mois. Parce qu'il y a une partie qui a été ouverte, l'autre partie reste encore condamnée. Les deux seront livrés bientôt. Donc il y en a d'autres projets en cours de livraison et en cours de finalisation. Par exemple, la pénétrante de l'Achor avance très bien avec le viaduc en cours de réalisation. L'évitement de Tasser el-Merja aussi, il avance. Bon, il y a des contraintes, bien sûr, de réalisation qui sont en cours de levée. Ça, c'est des panoplies de projets qui seront, c'est-à-dire livrés cette année et 6 mois-ci. Sur le plan économique, la réalisation de tous ces transports, de tous ces moyens de transport va aussi avoir un impact sur la capitale, va faciliter le transport de tous les passants, entre touristes, algériens, ceux qui y vivent, ceux qui sont de passage. Est-ce qu'on a étudié l'impact sur le plan économique ? Et puis vous parlez de ce maillage, sur le plan touristique aussi, c'est important. Bien sûr, quand on facilite les déplacements, ça a un impact sur le développement économique. Donc, vous savez très bien que ces problèmes de congestion, donc ça a un impact négatif pour les véhicules, la pièce de rechange, la consommation de carburant, la perte de temps, donc les gens qui sont stressés. L'environnement. Donc tout ça, il y a un impact positif sur le développement économique. En plus, ça peut faciliter les échanges.
Donc, et on pense à lier aussi tous les, oui, exactement. tous les sites, c'est ça? Mais il y en a d'autres plans, c'est-à-dire le plan bleu aussi, ça participe à ça. Ils sont liés en fait, c'est-à-dire le plan jaune, le plan en bleu, c'est-à-dire toute la façade maritime du Sablette, Bab El-Oued, la route projetée maritime. Avec la Méditerranée, avec la mer. Hein. Oui, avec la mer. Donc ça sont liés. Le maillage il est lié, c'est-à-dire la côte vers c'est-à-dire le fond de la wilaya, donc vers le cœur de la wilaya, c'est relié tout ça avec un réseau routier, avec c'est-à-dire la capacité nécessaire. Oui. C'est pour ça que quand on parle de la vision de développement de la wilaya d'Alger, c'est une vision intégrée. Oui. Donc nous, on a subdivisé... Créer une harmonie avec tous les plans. On a subdivisé en 4 thèmes, mais c'est des thèmes qui s'entrechoquent, qui sont complémentaires. Oui. Donc, alors parmi les autres plans pour le transport, il y a ce système intelligent de gestion des carrefours par feux tricolores. Alors, on parle très souvent de la mise en place de ces feux tricolores qui ne sont toujours pas mis en place, mais on parle aussi de les doter de caméras, d'un système intelligent qui permet de fluidifier réellement la circulation. Certainement, oui. Et cette solution vient en complément aux solutions développées par les collègues. Bien sûr, l'extension du réseau routier et tout ça, mais la régulation du trafic au niveau des carrefours, par exemple, elle permet de faciliter la circulation, donc de décongestionner le réseau. Ça a son impact presque immédiat s'il est mis en place. Ça reste encore à l'étude aussi? Non. C'est concret? Non, cette opération a été lancée auparavant. Oui. Elle a connu un début de lancement, mais puis elle s'est arrêtée pour plusieurs raisons. Ou des fois, vaut mieux retarder pour mieux rebondir. des échéances pour gagner en modernité, en innovation. Entre-temps, il y a eu de nouvelles découvertes, des inventions. Il y a des caméras qui sont passées et devenues plus intelligentes. C'est-à-dire quand il y a une file qui est plus embouteillée que d'autres, c'est là que le feu automatique, il détermine la file et il détermine l'urgence où elle est ou le passage. L'ordre de passage des différentes branches. C'est automatiquement, sans l'intervention de l'être humain. Et c'est des programmes. Donc, les carrefours d'Alger... Ça existe ailleurs, je suppose, ça a fait... Certainement. C'est pas uniquement les feux. Oui, pas uniquement les feux, parce qu'il y a aussi la signalisation, les messages qui vont dérouler automatiquement pour informer les usagers à emprunter une autre route. C'est bien ça, c'est un système d'information important. Quand il y a un accident, quand il y a des travaux, sur nos autoroutes, on n'est pas informé, oui. Bien sûr, puisque ce système de régulation, il est imposé par le tissu urbain ancien de la capitale. Oui, on doit s'adapter. On dort de Bab El-Oued, Alger Centre, on ne peut pas, c'est-à-dire faire des extensions, des routes, des ponts. Donc on est obligé de réguler toute cette zone jusqu'à avec une régulation, c'est-à-dire intelligente. C'est pour faire circuler les gens intelligemment, avec des arrêts, avec un comptage instantané du trafic et avec une détection automatique des véhicules aussi. On parle de maillage, on parle donc d'intermodalité. Donc aujourd'hui, il y a, quand on descend du métro, on peut prendre le tramway, on peut prendre le bus. Aujourd'hui, tout est pensé de manière à ce qu'il y ait cette fluidité. Et même pour capter les flux entrants, il y a aussi les parkings relais. Donc on peut laisser son véhicule en sécurité dans un parking et prendre un mode de transport. Oui. Effectivement, parce que l'intermodalité s'impose à Alger comme toutes les capitales du monde. C'est-à-dire le monorail, bien sûr, c'est un projet très important. Quelle capacité il a de transport moins que le métro ou le tramway? Enfin, la capacité, ça dépend en fonction de la demande, parce que c'est en fonction du nombre de voitures qu'on met. Oui. On a tablé sur 20 000 passagers par heure par direction. D'accord. Mais ensuite, en fonction de la demande, on peut rajouter une voiture, deux voitures. On peut aller jusqu'à 45 000 ça peut évoluer. PPHD. Oui. Bien sûr, l'intermodalité, ça vient par l'injection des parkings. C'est-à-dire, absolument, j'allais en venir aux questions des parkings. Côté, par exemple, l'ouest, Azir Alda, l'étude est en cours, la réflexion est en cours. Oui. Au sud, au niveau de Bab El-Oued, par exemple, en ajoutant à celle en cours de construction à Berma
Birmar Drais, et par exemple à Rouiba, là où l'autoroute, c'est-à-dire de l'Est, l'autoroute Est-Ouest commence, on a tous les côtés de l'Est à Rouiba. Par exemple, c'est des intermodalités. Les gens n'ont pas obligé c'est-à-dire d'entrer c'est-à-dire au centre, au cœur d'Alger. Bien sûr, c'est tout l'avantage aujourd'hui. Bien sûr. On a aussi la gare centrale d'Alger. Donc c'est au cœur d'Alger, c'est à Kourifa. Donc tous les modes voilà, le train, le monorail, le tramway, c'est-à-dire toute cette panoplie de modes de transport se rassemble c'est-à-dire à Kourifa. Voilà. Ouais. Et vous voyez l'intermodalité, l'interopérabilité qui se répercute sur le plateau, les collègues travaux publics, transport. Oui. Oui. Il y a une interférence, une complémentarité, et c'est le but recherché. Parce qu'en essayant de fluidifier, on essaie par exemple d'offrir d'autres modes au déplacement à la population, peut-être pour ne plus utiliser leur voiture, même pas. Il y a d'autres modes qui arrivent maintenant, c'est les modes doux, les bicyclettes, la marche à pied, tout ça. Il faudrait organiser aussi les axes routiers pour permettre leur circulation. Voilà, il y a des réflexions même à ce niveau-là, au niveau de la wilaya d'Alger, au niveau des parcs d'Ounia, des voies qui sont en cours de réalisation, qui doivent permettre ce type de déplacement. Moi, si vous me permettez, je continue juste pour le tramway, parce qu'on n'avait pas parlé des extensions du tramway. Nous avons deux. L'une, c'est des fusillés vers le Birmar Drais, la côte, là où il y a la nouvelle gare routière qui est en train d'être en cours d'achèvement, on va dire. Donc, il y a aussi une deuxième extension, ça c'est la nouveauté inscription par la wilaya d'Alger, c'est la jonction au niveau de Zarhouni sur la M24 directement sur Bourg-Kifan. Donc actuellement on doit passer jusqu'à Bab Zouar et faire le tour pour revenir. Ça a un gain de 20 minutes à 30 minutes. C'est très important. Et si on a le nombre de rames qui va se multiplier avec les projets de métro, de bouches de métro qui vont venir sur le Bab Zouar vers l'aéroport, c'est très très intéressant pour la population d'aller directement, par exemple, de Drgana au centre-ville sans passer par Bab Zouar et tout ça. Mais il faut penser réellement au parking, parce que le tramway rétrécit aussi les voies, donc ce qui va encore peut-être encombrer les routes. Donc il faut penser à installer des parkings et permettre à ces automobilistes ce qu'on appelle les parkings relais. Voilà. C'est ce qui sont prévus. C'est-à-dire qu'il faut être conscient que pris indépendamment, la route ne peut pas régler le problème. La régulation seule ne peut pas régler le problème. Un transport de masse seul ne peut pas régler ce problème. Donc c'est une conjugaison des efforts et des secteurs, de plusieurs secteurs. De tous les secteurs et de tous ces modes de transport, que ce soit le train, le métro, le tramway ou bien... Le train, on n'en a pas parlé. Il faudrait peut-être le sécuriser davantage aujourd'hui pour le démocratiser un petit peu plus ou le rendre plus rapide aussi. Il y a des projets on n'y pense pas encore. Non, il y a des projets de développement du train. Avec le projet de la nouvelle gare centrale, il y a des projets aussi de train rapide au niveau national qui est en train d'être mis en place. Il y a des réflexions là-dessus. D'abord, il y a l'électrification du réseau qui permet des gains en sécurité et des gains de temps. Il y a d'autres lignes qui sont en train d'être créées au niveau national, donc qui permettent le déplacement à partir d'Alger vers d'autres wilayas. Il y a des nouvelles haltes dont on a parlé tout à l'heure qui permettent de desservir des nouvelles cités. On a particulièrement, par exemple, au niveau de Tessal al-Marja, entre Sidi Abdallah et Tessal al-Marja, une station qui va être inscrite. Il y a une autre à Al-Hamiz et une autre au niveau de Kourifa. Ça, c'est pour rapprocher le train et permettre une accessibilité plus facile et plus rapide de la population à ce mode qui va être certainement en développement continu durant les prochaines années
parce qu'il va être une alternative à l'automobile, certainement. C'est ce que nous souhaitons. En tout cas, merci messieurs d'avoir participé à ce débat, de nous avoir informés sur ce plan jaune. Nous vous souhaitons une bonne continuation dans vos réflexions déjà et dans vos travaux. Merci. On va passer à notre quatrième thématique. Je vous le disais en titre, le sommet arabe. Les travaux de la 32e session du sommet arabe débuteront vendredi prochain à Jeddah dans un contexte marqué par des bouleversements sur le plan international et notamment dans la région du Proche-Orient. Le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a prononcé une allocution cet après-midi à l'ouverture des travaux de la réunion des ministres arabes et des Affaires étrangères préparatoire à la 32e session du sommet de la Ligue des États arabes. On l'écoute et on revient juste après pour le débat. L'Algérie, conduite par le président de la République, a mis ses objectifs en tête de ses priorités durant sa présidence de la 31e session. Elle qui a fait de l'unification des rangs un objectif principal et une finalité pour le sommet arabe qu'elle a abrité en novembre dernier. Mon pays a également œuvré avec détermination et sincérité à servir nos projets et nos causes par la concrétisation des décisions clairvoyantes et avisées de nos leaders dans l'intérêt de tous les pays arabes et de leurs peuples. Et voilà, on revient sur le plateau donc pour parler de cette 32e session de la Ligue arabe. Nous accueillons Kamel Mensari, bonsoir, consultant de Canal Algérie dans les questions internationales et directeur de publication pour le quotidien Le Jeune Indépendant. Alors, on l'a vu, aujourd'hui, le ministre donc, des Affaires étrangères a prononcé une allocution à l'ouverture des travaux de la réunion des ministres arabes des Affaires étrangères préparatoire à cette 32e session du sommet de la Ligue des États arabes. Beaucoup de messages ont été lancés à travers ce discours. Bien évidemment, il y a plusieurs axes. Le premier est le fait que le chef de la diplomatie algérienne avait d'abord rappelé le contexte dans lequel c'est-à-dire la situation dans le monde et surtout la question de la polarisation. Donc il a souligné qu'il fallait que le pays arabe devienne de plus en plus profite de cette situation pour consolider les rangs. Oui. Donc c'est le premier point dans lequel il a plus mis en exergue son discours. Donc il y a une situation qui exige des pays arabes une position différente, c'est-à-dire prendre des postures ou des décisions qui pratiquement ne vont ni dans un sens ni dans l'autre, s'agissant des positionnements géostratégiques, notamment ce qui se produit. Un positionnement commun. Oui, c'était par rapport à la situation en Ukraine. Ça, c'était le premier message. Le deuxième message, la situation qui est prévalente dans le monde arabe après l'accord entre le Téhéran et l'Arabie Saoudite. D'ailleurs, il a salué ce rapprochement entre l'Iran et Téhéran. C'est-à-dire qu'en 6 mois, depuis la dernière présidence du sommet d'Alger au sommet de vendredi, il y a eu quand même pas mal de bouleversements sur le plan international. Mais est-ce que cela conforte aussi quelque part les positions qu'a toujours tenues l'Algérie ? Bien sûr, la question justement, elle a été rappelée dans le discours, la question de la souveraineté des pays et surtout la non-ingérence. Oui. C'est pour ça que lorsqu'il a parlé du dossier Iran-Arabie Saoudite, il a rappelé qu'il y a 2 pays dans la région, c'est-à-dire dans ce schéma qui est en train de se construire dans le monde arabe, il y a 2 pays qui se sont associés à cette démarche, qui sont la Turquie et l'Iran. Donc, il y a le monde arabe et il y a la Turquie. Donc, c'est pour ça qu'il a parlé du pays du voisinage. Oui. Donc, ils se sont aujourd'hui qui ont adhéré à la démarche arabe de maintenir la paix et de ne pas exacerber la tension parce qu'ils sont tous les deux impliqués, l'un dans le dossier syrien et l'autre dans le conflit vieux conflit qui a opposé par procuration l'Iran à l'Arabie Saoudite à travers des pays comme le Yémen, la Syrie ou le Liban. Et un autre point dans lequel il a insisté dans son discours, c'était la question palestinienne. Absolument. Donc, il a rappelé qu'il était nécessaire. Oui, absolument. Qui c'était la question palestinienne, donc il fallait revenir. Donc il a rappelé que le choix stratégique de l'Algérie était l'initiative arabe, la solution de 2002, donc l'initiative de paix de 2002. Bien sûr, il faut ajouter la résolution de 38 et 181 qui permettent aux Palestiniens de revenir, notamment la question des réfugiés. Oui. C'est-à-dire que le socle et la base de cette solution est basée sur la création d'un État palestinien sur les frontières de 67. C'est ça, c'est-à-dire que l'Algérie revient à cette position, à cette position qu'on a déjà défendue lors du sommet précédent en novembre dernier.
et on la remet sur la table aujourd'hui. Et c'est ça un petit peu le discours de Attaf est en train de démontrer ou présenter quels seront les points sur lesquels il faudra avancer. Pas avancé, mais le point défendu par la diplomatie, sinon sur le plan officiel. Donc c'est une position officielle de l'Algérie. Voici les points que l'Algérie discutera, que ce soit à travers les chefs d'État ou dans le cadre des réunions entre les chefs de la diplomatie des pays arabes. Donc voici un petit peu l'orientation. Voilà, c'est la feuille de route. C'est bien sûr, puisque aujourd'hui c'est au niveau des ministres qu'on voit un petit peu où vont les débats et les orientations. C'est très au niveau des délégués, il y a des chapitres précis, c'est-à-dire dans la coopération entre intra-arabes et entre bilatérales, entre pays arabes. Mais le discours d'aujourd'hui de Attaf démontre ce qu'on attend du sommet et ce qu'on défend sur la question palestinienne, parce qu'elle a été l'un des points centraux lors du sommet d'Alger, donc il faudrait le remettre sur la table. Avec ce qui s'est passé entre les factions palestiniennes. Parce qu'il y a surtout un bilan à faire. Nous avons l'Algérie a demandé la création d'une commission de 4 pays qui devait suivre l'application de l'accord palestinien. Donc il y a un bilan à faire et voir où vont les choses. C'est-à-dire demain, après-demain, lorsque le sommet des chefs d'État se tiendra, et là où on verra quelle sera la position des pays arabes s'agissant de ce dossier précis. Alors il y a eu plusieurs autres questions internationales qui ont été évoquées lors de ce discours. On en reviendra dans un moment. Mais puisqu'on parle aujourd'hui de l'importance de l'unification des rangs arabes, c'est une vision aujourd'hui qui est reprise pour le sommet de vendredi à Jeddah à travers le retour de la Syrie. L'initiative donc proposée, je le rappelle, est lancée par Alger. Est-ce qu'aujourd'hui, ce qui se passe sur le plan international permet d'aller vers cette unification des rangs Justement, c'est la situation internationale qui a imposé, qui a poussé les pays arabes à envisager cette solution. Nous étions dans une situation de déperdition par rapport aux polarisations qui se jouent sur la tête des pays arabes ou en dehors des pays arabes, où sont les pays arabes. Donc il était question justement, on a eu besoin d'un État qui était, disons-le, pivot ou un pays qui a du poids, qui est la Chine. Donc elle a permis aux deux pays les plus importants de la région. Il ne faut pas oublier le poids de l'Iran et le poids de l'Arabie Saoudite dans le Moyen-Orient. Donc il était nécessaire que ces deux pays-là se mettent sur la table des négociations, qu'ils règlent leurs différends par les voies diplomatiques. Et c'est ça la leçon que les deux pays ont donnée, qu'on peut régler des problèmes ou les différends par les voies diplomatiques aussi vieux qu'ils soient. Contrairement à ce qui se passe en Ukraine, c'est le langage des armes, c'est la destruction qui prévaut aux dépens de la théorie diplomatique elle-même. C'est-à-dire le langage de paix n'existe plus, n'est plus une orientation décidée ou voulue par les Occidentaux. Et là, on donne un petit peu une leçon. Pratiquement, on montre la voie qu'on peut régler des problèmes par les voies diplomatiques, et ça a un petit peu contrarié un petit peu. J'allais en venir là. En fait, ça a beaucoup contrarié les Occidentaux, les États-Unis. Ça a changé un peu leur plan. Oui, parce que déjà, quand on voit le discours de Joe Biden lorsqu'il s'est réuni avec les pays du Golfe et entre l'Égypte, la Jordanie, l'Irak, à Jeddah, il a proposé quoi? Il a proposé la création d'une organisation, d'une sorte d'OTAN arabe pour contrecarrer la menace iranienne. Et on mettra à sa tête Israël. Et là, un petit peu, on a coupé l'herbe sous les pieds de Joe Biden. Ça contrarie aussi l'antitétionnisme qui voulait venir éloigner. Et c'est pour ça qu'on voit un petit peu, cette démarche voulue par Israël d'exacerber la tension à Gaza en s'attaquant principalement à le djihad islamique, qu'on dit qu'il est proche d'Iran, c'est-à-dire pour un petit peu pousser les Iraniens à réagir et pousser peut-être le Hezbollah à réagir et envenimer la situation dans la région, mais le piège s'est renfermé sur les Israéliens. C'est-à-dire que la situation dans le monde a poussé les pays arabes à se dire qu'il faut aujourd'hui, on l'a un petit peu compris dans le discours, c'est pour ça que l'un des points essentiels de Attaf était justement de rappeler ce point-là, qu'il faut consolider, il faut un monde arabe plus solide. Mais pour qu'il soit plus solide, il faut revenir à des solutions pacifiques, envisager les solutions pacifiques. Et là, on voit ce qui s'est passé avec le duo Riyad-Téhéran peut permettre de régler tous les différends qui sont actuellement en cours, que ce soit la question syrienne. Bien évidemment, le retour de la Syrie et justement conforte cette démarche et confirme que la voie est suivie par les pays arabes
et celle de la diplomatie. Certes, la question syrienne va être aussi réglée sur le plan interne parce que le retour de la Syrie, ce n'est pas la fin de la crise en Syrie. Non, il y a la construction aussi. Il faut la reconstruction, mais il faut d'abord régler le problème politique parce qu'il faut jusqu'à aujourd'hui, il y a des territoires qui échappent au contrôle de Damas. On parle de la région du nord d'Idlib qui est contrôlée par les groupes pro-turcs et en plus de la Turquie qui a créé une zone de tampon. Les Américains sont au nord à Kameshli et dans le nord de Raqqa aussi. Donc il faudrait... La question de la souveraineté et le respect de l'intégrité territoriale, elle a été mentionnée dans le discours de Attaf. Donc c'est pour lancer un message au pays que chaque pays doit retrouver sa pleine intégrité territoriale avant ce qui éloignera les ingérences étrangères. Donc la question d'ingérence a été posée, la question de l'intégrité territoriale a été posée. Donc on n'a pas que le dossier syrien, il y a aussi le dossier yéménite. Certes, le dossier yéménite est en train d'être réglé sur le plan bilatéral entre Riyad et Sanaa. Donc on voit un petit peu que cette question va être réglée sur le plan bilatéral, ça avance un peu. Donc il faut déminer tous les conflits qui sont en cours pour que la région se stabilise. Est-ce qu'on va aujourd'hui plus vers les pays ont plus pris conscience de l'intérêt commun, de l'intérêt national, de l'intérêt de la région? On s'éloigne, comme pour l'Arabie Saoudite, qui s'éloigne un petit peu de son allié traditionnel, qui se rapproche peut-être plus de la Chine. Est-ce que cette configuration va aussi aider à la résolution ou à prendre plus, en tout cas, de décisions en faveur de la Palestine? C'était impossible pour les Saoudiens ou des Iraniens d'envisager une solution en comptant sur Washington, c'était impossible. Oui. Même si Washington, elle essaye de montrer qu'elle peut régler des problèmes soudanais, au contraire, elle les a envenimés encore plus, on voit un petit peu les combats qui se poursuivent. Mais il fallait bien qu'un pays qui soit neutre, qui n'a pas d'ambition expansionniste, encore moins qui dicte sa volonté, qui impose son dictat, qui sanctionne. Donc on n'est pas dans cette configuration. Et en plus, les États-Unis sont mouillés en Ukraine. Donc on ne peut pas compter sur un pays qui est en train d'exacerber la tension en Ukraine et dont les répercussions se font sentir par les pays arabes et par les pays africains. Donc il n'est pas crédible comme État. Donc il fallait trouver un pays qui est déjà fort et qui prend des solutions pacifiques telles que la Chine. Donc en comptant sur la Chine, les deux pays comptent sur la Chine parce que déjà, ce n'est pas un hasard. Certes, il y a la volonté diplomatique, un pays fiable. Oui. Il y a aussi les intérêts économiques. Donc, pour les deux, donc, il y a de la reconstruction de l'Iran. Les Chinois ont parlé de 400 milliards de dollars. 400 milliards de dollars pour reconstruire. Ils ont promis 400 milliards de dollars pour reconstruire, pour aider les Iraniens à reconstruire l'infrastructure sur un plan de projet jusqu'à 2030 ou au-delà de 2030. Donc il y a pratiquement cet aspect-là. Il faut une stabilité aussi. Oui, dans la région pour que se concrétise ce projet, il faut stabiliser. Il en est de même pour l'Arabie Saoudite. Les Chinois ont placé 60 milliards de dollars, donc ils ont besoin que la situation se stabilise. Pourquoi? Et puis les Saoudiens ont beaucoup de projets. Pour que ces projets, notamment au sud, se concrétisent, il faudrait éviter à ce qu'ils fassent l'objet d'attaques ou d'agressions, notamment par les missiles des Houthis, comme on a vu, des missiles qui arrivaient jusqu'à la province orientale, là où se trouvent les principaux puits de pétrole, et notamment la compagnie la compagnie pétrolière saoudienne. Donc il y avait cette menace-là, il fallait l'écarter pour pouvoir engager des projets avec un pays comme la Chine qui a les moyens, la technologie, le know-how et en plus, y compris la main-d'œuvre. Oui. Donc c'était ça un petit peu. C'est pour ça que les deux pays se sont retournés vers un partenaire qui soit fiable. Et non seulement, et même la Chine, elle a besoin de la stabilité dans la région. Pourquoi? Parce qu'elle a signé des contrats d'approvisionnement en pétrole et ce pétrole-là c'est-à-dire l'acheminement du pétrole devrait passer par Myanmar pour éviter le détroit de Malaga qui est contrôlé par les Américains, qui est source de tension puisque la Chine elle a des problèmes frontaliers avec l'Indonésie, avec les Philippines, et la mer de Chine est devenue une zone de troublante. Donc on fait parvenir
on fait parvenir tout l'énergie ou l'approvisionnement en pétrole jusqu'à Myanmar, là où la Chine a construit un hub pétrolier immense qui emploie 120 000 personnes pour pouvoir ensuite acheminer le pétrole et tous les approvisionnements en énergie de Myanmar vers les territoires chinois. Oui. Donc c'est un petit peu, il y a une stratégie qui s'est mise en place. Maintenant, le monde arabe, les pays arabes ont compris, y compris l'Algérie, donc on a compris qu'il faut... C'est pour ça que dans le discours, il y a une phrase qui est intéressante, c'est de parler des intérêts nationaux, les intérêts nationaux des pays. Donc il faudrait réfléchir à ce que d'abord l'intérêt national, au lieu de réfléchir à contenter des puissances pour ne pas les gêner dans une telle démarche comme celle de l'Ukraine, par exemple. Là, c'est là où il y a cette prise de conscience. C'est là non seulement la prise de conscience, si on consolide ça sur le plan collectif, là, à ce moment-là, le monde arabe pourrait éventuellement, pour une première, devenir au moins une porte-voix, sinon il porte une voix très qui pèse dans le monde arabe. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il faut être honnête, la Ligue arabe et les pays arabes n'avaient pratiquement aucun lien entre eux. Il n'y avait rien. Chacun courait derrière ses propres intérêts. Et on a vu les problèmes qui se posaient. Maintenant, ça s'est retourné contre les pays arabes. Et ce qui se passe en Ukraine a fait réfléchir de nombreux pays, y compris les Africains, parce qu'aujourd'hui, on a vu qu'une délégation de l'Union africaine présidée par l'Afrique du Sud va se diriger en Ukraine pour discuter avec les Russes et les Ukrainiens. Pourquoi? Parce que l'Afrique souffre. L'impact de la guerre en Ukraine a eu un impact considérable. Elle est en train de provoquer des crises alimentaires en Afrique. Est-ce que aussi ça peut agir sur les opérations de normalisation avec l'entité sioniste? Est-ce que ça va peut-être freiner ou accéder à cette normalisation avec d'autres pays arabes? Déjà, non seulement elle la freine, elle ne devient pas une priorité. C'est vrai qu'il y a déjà les Émiratis qui ont signé. Il y a des différences entre normalisation et les accords d'Abraham. Donc, les pays qui étaient censés rejoindre les Émirats, parce que déjà, le gouvernement Netanyahou, quand il est venu, ce gouvernement qu'on connaît, il est raciste, il avait trois objectifs. D'abord, continuer à combattre l'Iran, faire de l'Iran l'ennemi numéro un, continuer à le provoquer. Deuxièmement, faire tout. Mais là, son front s'effrite un petit peu. Pardon? Son front s'effrite. Non, la deuxième, c'était faire une normalisation avec l'Arabie Saoudite, et la troisième, c'était la poursuite de la colonisation. Là, il y en a deux points qui sortent, qui disparaissent, donc il ne reste rien. Donc c'est pour ça qu'il va vers des méthodes de provocation, essayer en s'attaquant au djihad islamiste. Donc la question en plus, le Soudan qui était candidat, qu'on disait candidat à la normalisation avec Israël, maintenant il est dans une situation, il est empêtré dans une guerre civile, donc c'est un problème. Donc la question est renvoyée au calendrier grec. Donc on voit donc dans le sommet, c'est vrai que l'Algérie va venir avec le dossier palestinien, et même si pour les Israéliens, la question de l'initiative est rejetée. Donc, on se rappelle ce qu'avait déclaré Ariel Sharon, que l'initiative arabe ne vaut même pas l'encre avec laquelle elle a été écrite. Ça a été vraiment... Mais en même temps, on met Israël devant ses responsabilités parce que c'est une initiative qui a été... adopté par tous les pays arabes. Vous voulez la paix, voici les conditions. Sinon, il y a rien. Et puis l'entité sioniste qui aussi connaît une grave crise aussi interne sur le plan politique, surtout, avec son extrémisme et la montée de l'extrême droite. Non, c'est-à-dire qu'il y a une fracture. C'est la première fois qu'on voit une fracture, surtout sur la question de la Cour suprême. Donc on voit un petit peu, il y a une fracture, et en plus, il y a un gouvernement qui n'a qu'aucun objectif que celui d'assassiner. Donc, Ben Gvir, quand il vient... Tout à fait. Donc, on craint non seulement l'effritement d'Israël, mais en même temps que la logique actuelle se retourne contre les Israéliens eux-mêmes. C'est-à-dire, les Israéliens, c'est-à-dire que toutes les tendances se ressemblent. Quand il s'agit d'Israël, quand il s'agit de Palestine. Mais lorsque les fondements de l'État d'Israël sont remis en cause à travers des décisions prises par le gouvernement pour remettre en cause la démocratie, remettre en cause la liberté de la justice et l'indépendance de la justice, là, à ce moment-là, c'est là le danger. Donc, l'effritement ne vient pas
à cause du conflit avec les Palestiniens, mais avec les Israéliens entre eux. Et puis, il n'y a peut-être pas ce soutien de son allié des États-Unis qui est déjà embourbé dans le conflit ukrainien. Cela ne va pas, ils ne vont pas les soutenir pour aller vers d'autres... pour poursuivre le conflit ou la guerre. Vous savez, non, il y a eu d'autres conflits dans le monde où les États-Unis sont restés, non, ils n'ont pas changé d'un iota leur positionnement. Ça ne veut pas dire qu'ils sont en Ukraine, qu'ils vont abandonner Israël. Pas abandonner, mais du coup, ne pas s'engager sur un autre conflit plus important. Non, il n'y a pas. C'est-à-dire, quand vous dites un conflit important, on imagine c'est la guerre. Oui. Non, pour le moment, le scénario d'une guerre il n'est pas posé sur la table. C'est-à-dire, ce qu'on cherche aujourd'hui, le discours de la paix et de la diplomatie. Oui. C'est-à-dire, en plus, quand on voit qu'il y a des pays comme le Maroc, il y a déjà pris, il est empêtré directement avec Israël, il ne va pas faire la guerre à Israël. Donc, c'est pas le débat aujourd'hui, encore moins le scénario à venir. Mais les États-Unis garderont toujours cette proximité avec Israël, non pas parce que l'administration le veut, mais il y a un fort lobby juif aux États-Unis qui défend cette idée il y a même une croyance religieuse qui dit que le Messie reviendra en Israël, notamment chez le mouvement Lubavitch, qui veulent faire en sorte à ce que maintenir Israël dans la région et la sauvegarder ou la défendre est une conviction non pas politique, mais justement religieuse. Oui. Bien, merci Kamal Mounsaï, on l'aura compris donc pour ce 32e sommet de la Ligue arabe qui se tiendra vendredi 19 mai à Jeddah. La question bien sûr du retour de la Syrie sera posée et puis la question palestinienne, comme l'a si bien rappelé notre ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères aujourd'hui. Et puis, juste brièvement, d'autres questions internationales, je disais, ont été rappelées dans son discours, mais ça parlait aussi de cette question de non-ingérence pour la Libye, que le conflit devait se résoudre. C'est une question libo-libyenne. C'est des questions qui vont être examinées, encore une fois. Il ne faut pas oublier, donc il faut faire le bilan du sommet d'Alger. Ensuite, envisager l'avenir, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il sera. Certes, la question de la Syrie va être posée. Et c'est important pour l'Algérie d'être présente à tous les niveaux à Jeddah, justement parce qu'il y a une nouveauté par laquelle elle s'est engagée, elle s'est investie. Donc la présence algérienne à tous les niveaux est importante. Pourquoi ? Parce que c'est un dossier qui était d'abord algérien depuis 2016. Ce n'est pas nouveau. Donc on ne va pas Et en plus, on voit à quel point la Syrie est reconnaissante envers l'Algérie. On a vu le discours du ministre de l'économie. Comment la première phrase qu'il a dit, c'était l'Algérie. Donc, il sait que dans tous les pays arabes réunis, les 23, il y avait un seul pays qui avait pris corps et âme la question syrienne et le retour de la Syrie, c'était bien l'Algérie. Donc, fructifier par notre présence ce gain diplomatique et cette victoire diplomatique. Parce que c'est quoi ? Il faut rappeler une chose, que lorsque les armes étaient en train de tonner ou lorsque tous ceux qui plaidaient pour une poursuite de la guerre, que ce soit en Occident ou dans le pays du Golfe, que ce soit dans le dossier syrien ou le dossier libyen, on a fini de on est revenu à l'Algérie, c'est-à-dire l'Algérie et en plus l'Union africaine. Dès que le conflit a éclaté, l'Algérie a dit quoi ? Il ne faut pas chasser le pays parce que la faculté de membre, la qualité de membre appartient au peuple, appartient à l'État, pas à un régime. Donc il ne fallait pas. Et maintenant on voit comment on accourt pour adouber. Parce que c'est vrai, pour certains c'est une question périphérique. Faire la paix avec l'Iran était nécessaire de faire la paix avec la Syrie. Mais ce n'est pas simplement ça. C'est que on ne peut pas aujourd'hui laisser un pays comme la Syrie, membre fondateur, avec tout son potentiel qui a besoin de reconstruction, tomber dans les mains entre ceux qui ne sont pas de la région. Et c'est là où un petit peu, parce que qu'est-ce qu'on craint ? On craint que la situation économique se poursuive, la crise politique se poursuive, alors qu'on a invité un pays juste pour reprendre sa place et ne pas la perdre de siège. Non, il y a une autre démarche. Et je pense que l'Algérie devrait être... Ça, ce n'est pas mon langage à moi seul, mais il y a beaucoup d'experts qui disent qu'il faut que l'Algérie soit partie prenante de cette reconstruction. Et parce qu'il ne faut pas oublier que nous avions énormément d'échanges économiques et commerciaux avec la Syrie, qu'on doit les reprendre. Merci Kamal Mounsaï pour nous avoir éclairé sur cette 32e session du sommet de la Ligue des États arabes. Ce sera donc vendredi 19 mai. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée sur Canal Al.
l'Algérie. Au revoir.